On parle de consommation, la consommation alimentaire. Tiens, qu'est-ce qu'il y a dans nos assiettes et dans les assiettes de nos enfants? Et je vais demander à Nathalie Hutter-Lardot de venir nous rejoindre. On parle de consommation, la consommation alimentaire. Tiens, qu'est-ce qu'il y a dans nos assiettes et dans les assiettes de nos enfants? Et je vais demander à Nathalie Hutter-Lardot de venir nous rejoindre. Nathalie, qui est nutritionniste et fondatrice de Évidence Santé, que vous pouvez applaudir, s'il vous plaît. Nathalie Hutter-Lardot. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Guillaume Dubois, cofondateur de Happyvore. Guillaume Dubois, où est-il? Est-ce que j'ai Guillaume Dubois avec moi? Guillaume Dubois. Il est là? Non? Alors j'appelle Andreas Redel. Est-ce que Andreas Redel est là? Oui, le voilà. Merci, installez-vous. Et puis Florence Faugère, responsable de l'offre alimentaire et nutrition chez Elior. Elle va nous dire très certainement plein de choses sur l'alimentation de nos enfants. Merci beaucoup Florence Faugère. Et Jérôme Madoc, directeur général business bio et végétal chez Savencia. Voilà. Donc Guillaume Dubois, non. Une fois, deux fois, trois fois, pas là. Alors, on parle de la consommation alimentaire pour avoir une assiette responsable. S'il vous plaît, je vais demander un tout petit peu... Ah, voilà Guillaume Dubois. Je vous avais perdu un instant. Je vous en prie, prenez une place. Venez, installez-vous. Merci beaucoup. Alors, je refais un tour rapide, puisque dans le brouhaha, on ne m'a pas bien entendu. Chut, s'il vous plaît. Merci. Nathalie Hutter-Lardot est donc nutritionniste, fondatrice de Évidence Santé. Et vous avez publié quelques ouvrages. J'ai vu ça parmi lesquels Mince alors, chez Odile Jacob. C'est bien ça. Et puis 100 restos, 0 kg. Ça va intéresser les Français. Pardon, 101 101 restos, 0 kg. 101 restos. Pourquoi il y en avait un en rattrapage qu'il a fallu absolument mettre dans vos pages. 0 kg chez Hachette. Alors, vous nous avez concocté un quiz auquel on va tenter de répondre dans quelques instants. Merci. Guillaume Dubois, donc merci de nous avoir rejoints. Vous êtes cofondateur et président de Happyvore. Autrefois, les nouveaux fermiers, je crois. Ça a changé de nom. C'est ça, on a changé de nom il y a 1 an et demi. On fait des produits végétaux et l'idée c'est que ce soit gourmand, donc c'est des steaks végétaux, des aiguillettes végétales, des nuggets et on a implanté à Chevilly, là pas très loin d'ici. Très bien. Eh ben, écoutez, on va parler de ça, du steak végétal. Andreas Redel, pardon, vous êtes là. Vous êtes chargé du développement de Epi & Co chez Tereos. Vous êtes docteur en sciences des aliments. Alors, je sais que vous travaillez au développement de produits issus du blé et à leurs applications, et notamment sous la marque Epi & Co. C'est bien ça? Voilà. Alors, vous nous direz que le blé est lui aussi source de protéines végétales, puisque c'est votre sujet. Florence Faugère, responsable, je le disais, de l'offre alimentaire et nutrition chez Elior. Elior, ce sont des cuisines centrales. Pour beaucoup, Pas que. Pas que. On appelle ça un peu comme ça. Votre tâche n'est pas mince, notamment dans les cantines, puisqu'on a beaucoup parlé de l'éducation de nos enfants. Et vous nous direz comment vous faites pour que nos petits loups ils aient aussi envie de manger des lentilles et des pois, ce qui n'est pas toujours évident. On voit ça à la maison. Alors à la cantine, on imagine que ça se passe bien. Vous nous direz ce que vous faites. Et puis Jérôme Madoc, vous êtes directeur général business bio et végétal chez Savencia, fabricant de produits alimentaires et de boissons. Je lisais sur le site internet, votre vocation, c'est d'entreprendre pour bien nourrir l'homme. Entreprendre, c'est-à-dire recherche, essentiellement. On a beaucoup parlé de R&D tout à l'heure. Hein. C'est votre sujet de fond, ça ? Oui, tout à fait. Dans cette logique d'entreprendre, on ne cite pas les produits, on est dans une logique de développement d'une alimentation saine et durable et je vais avoir l'occasion d'y revenir.
Alors justement, alimentation saine et durable, équilibrée. Je vous propose de participer à un sondage sur une échelle de 1 à 10. Est-ce que vous pensez raisonnablement manger équilibré? Vous répondez. Allez, répondez honnêtement. Est-ce qu'il vous semble que vous mangez équilibré? Je ne parle pas que à la maison, hein. Tous les jours, on va au resto, on va à la cantine, on mange chez soi, parfois un peu rapidement. Le résultat, c'est quoi pour vous? 6, 7. Allez. Ah, ça redescend, qu'est-ce qui se passe? C'est terminé? C'est fini. Eh bien, on est bloqué à 7. Un petit 7. 6,7. Vous pensez manger à peu près équilibré. Ben ouais, on a beau dire oui, bon, pas tant finalement. Nathalie Hutter-Lardot, Évidence Santé. Expliquez-nous, chère Nathalie, pourquoi manger des protéines végétales? Quel est leur impact sur notre santé? Vous avez pour ça établi un petit quiz et donc je vous laisse à la manœuvre. Oui. Alors déjà, effectivement, à la réponse, est-ce qu'on mange équilibré? Vous avez vu que c'est pas, on devrait dire tous 10, oui, je mange équilibré. Donc il y a beaucoup de notions à la fois liées à nos goûts, à nos traditions et à notre connaissance. Donc là, j'ai 5 minutes pour essayer d'améliorer votre connaissance sur les protéines. Donc ça a été un challenge proposé par Florence. Donc déjà, qu'est-ce que c'est une alimentation équilibrée? Ben pour moi, qui suis nutritionniste, mais gourmande bien sûr, c'est une somme d'aliments. Donc la première question, pour vous, c'est quoi un aliment? Le b.a.-ba des programmes de nutrition, qu'est-ce que c'est pour vous un aliment? Donc normalement, il y a un nuage de mots qui doit apparaître. Il y a un nuage de mots. Ah, alors, le nuage de mots. Donc là, il faut, voilà, vous envoyez les fourchettes. Alors là, on découvre, c'est quoi un aliment? Donc un aliment, on devrait tous, effectivement, comme l'a rappelé Guillaume Garot, avoir l'alimentation en programme scolaire, et ce serait le premier maillon en fait, de toute cette chaîne. Un aliment, ça vous apporte de l'énergie pour votre organisme pour pouvoir fonctionner. Et cette énergie, elle est apportée par des nutriments. J'aurais pu aussi un peu faire complexifier le quiz. Quels sont les nutriments qui apportent de l'énergie? Mais il y en a 3. Il y a les protéines, les glucides et les lipides. Évidemment, dans chacun des aliments, il n'y a pas forcément les 3. C'est ça tout l'enjeu, justement, d'équilibrer notre alimentation. Et il y a également dans les aliments des micronutriments qui, eux, n'apportent pas de l'énergie au sens physique, c'est-à-dire kilojoules, kilocalories, mais qui apportent des petits micronutriments essentiels à la vie, par exemple les vitamines. Le mot vitamine vient de vie, mais c'est aussi les antioxydants et puis aussi les minéraux. Deuxième élément qu'on devrait tous savoir, puisqu'en fait, pour faire fonctionner notre corps, c'est quels sont nos besoins, c'est-à-dire pour avoir un ordre d'idées un petit peu, pour pouvoir ensuite équilibrer, qui était la première question. Donc, quels sont vos besoins en calories par jour? Alors, on dit calories, normalement, ça serait kilocalories ou kilojoules pour les physiciens. C'est vrai qu'on fait souvent la confusion, d'ailleurs, ou alors c'est un peu par abus de langage. Voilà, mais c'est pas grave. Des kilocalories. Voilà, ouais. Pouf. Ça s'arrête. Ah non, c'est reparti. Je vois qu'il y a pas mal d'étudiants parce qu'on ne dérive pas trop sur des valeurs complètement extraordinaires. De temps en temps, j'ai des chiffres qui vont vers les 10 000. Ah oui. Donc là, on voit quand même, on a un public de gens un peu avertis. Un peu avertis, oui. Très avertis. Que ça continue. Hein, on est d'accord? Mais c'est tant mieux. Eh bien, c'est compliqué. C'est compliqué parce que vous voyez, ce tableau, c'est fait exprès si on ne peut pas le regarder de très loin, mais c'est simplement pour vous donner un message. Vos besoins, ils sont individuels. D'accord? Ils dépendent, si vous êtes un homme ou une femme, ils dépendent de votre âge et ils dépendent aussi énormément de l'activité physique. Donc, on utilise souvent le chiffre de 2000 qui fait une espèce de moyenne. Mais évidemment, si vous êtes un grand sportif avec 2 heures de sport par jour, ce n'est pas la même chose que quelqu'un de sédentaire.
Donc ça tombe bien parce que les 2000, c'est l'homme de 50 ans sédentaire ou la femme, pareil, de 50 ans moyennement active. Donc on va garder en tête ce 2000 pour faire un petit calcul tout à l'heure. Mais simplement comme ça, quand vous allez regarder maintenant des étiquettes sur les emballages, vous pourrez voir si le paquet de cookies de 500 grammes ou de 100 grammes, qu'est-ce que ça correspond à votre quotidien. Oui, mais je ne vais pas manger un paquet de cookies pour ça va très vite, un paquet de cookies. Oui, bien sûr, on peut. En tout cas, pour ce qui me concerne. Donc ensuite, l'autre élément important, parce que là, on est sur une journée sur les besoins en protéines, et bien justement, par rapport à ces 2000 calories, quel serait pour vous le pourcentage de protéines dans cet apport journalier par rapport aux lipides et aux glucides? Est-ce que c'est entre 5 et 10% que doivent comporter les protéines dans notre alimentation, 25 ou 30 ou 12 à 20? Ça s'improvise pas, ça. On sait ou on ne sait pas. C'est comme très important, c'est le sujet de la journée. C'est comme important de savoir combien on doit en manger par jour à peu près. Donc la réponse est 12 à 20. Donc 12 à 20% de notre alimentation. Pour les glucides totaux, c'est à peu près 50% de notre alimentation. Donc, et puis le reste, ce sont les lipides. Donc c'est-à-dire, si on prend les 2000 calories, il y a 1000 calories, c'est que des glucides, et le reste, je le partage en protéines et lipides. Il faut savoir qu'en France, on est à peu près dans cette fourchette. On consomme à peu près 15% de protéines, donc c'est pas mal. Ce qui est peut-être à revoir, c'est effectivement la répartition animale-végétale. Donc on se débrouille bien. On se débrouille pas mal. Il faut se faire plaisir de temps en temps. Exactement. Il y a eu beaucoup de choses négatives, je trouve. Il y a plein de choses positives. Donc on se parce débrouille qu'on a pas une mal grosse marge de progression. Il faut faire beaucoup d'efforts dans plein de domaines. Mais il y a quand même pas mal de choses qu'on fait bien. Tout à fait. Donc question suivante. Vous avez vu, Guillaume Garot a parlé de mettre l'alimentation dans les programmes scolaires. Avec ces sujets, on fait aussi des maths. Donc là, quel est le nombre de calories apportées par... Ça, c'est très important, parce que vous allez voir après, on va faire la boucle. Apportées par 1 gramme de protéines. 4, 6 ou 9. Alors, il y a beaucoup d'étudiants, donc je pense qu'eux, ils ont bénéficié de cette connaissance à l'école, mais je ne suis pas sûre tout le monde. Là, ça montre un petit peu le niveau assez moyen de l'assistance. Bravo, voilà. Vous êtes habillés pour l'hiver. Voire même très, on va dire, embêtant, puisqu'en fait, on devrait tous savoir ça. C'est vraiment notre base, c'est nos besoins. Donc, c'est 1 gramme de protéines, c'est 4 calories. 1 gramme de glucides, c'est 4 également. Et par contre, les lipides, c'est un petit peu 2 fois plus. Donc, vous voyez, l'impact, il n'est pas le même quand on mange, effectivement, des produits gras, sucrés ou salés. Juste un petit... L'alcool, c'est 7. À consommer très modérément. Voilà. Donc, vous voyez, vous regardez ça en tête. Vous gardez les 2000 en tête, vous gardez les 449. Ça veut dire que maintenant, quand vous allez regarder un emballage, il n'y aurait même plus besoin de marquer les valeurs nutritionnelles. Avec la composition, vous allez pouvoir le recalculer. Quelle est la quantité maintenant idéale de protéines à consommer par jour? Alors, il y a 2 moyens de le calculer. Avec tout ce que je vous ai donné tout à l'heure, vous devriez pouvoir le calculer. Alors, ce sera peut-être... Donc, quantité idéale de protéines par jour. Pas mal, hein. Il y en a qui sont des très bons calculateurs dans la salle. Le chiffre est vraiment bien. Il y avait 2 façons de le calculer. Je repars des 2000 calories en moyenne, besoin quotidien. Je multiplie par 15%, puisque j'ai dit qu'il fallait à peu près 15% de protéines. Ça fait 300. Je divise par 4, qui est le nombre de calories pour 1 gramme de protéines, et j'arrive à 75 grammes. J'utilise également un autre élément mémotechnique, c'est on dit 1 gramme par kilo de poids corporel. Donc pour un homme de 75 kilos, ça ferait 75 grammes. Ça, c'est pour un homme sédentaire. Évidemment, si on est très sportif, on augmentera le niveau de protéines. Donc, vous voyez, par jour, 75 grammes. Ce n'est pas 75 grammes de viande. Hein. Dans la viande, il n'y a pas 100% de protéines. Et de la même façon, ce n'est pas 75 grammes de céréales ou de légumineuses, puisqu'en fait, il y a un pourcentage. Donc ça, on va vous le montrer après. Donc, le compte est bon, pas mieux.
Donc maintenant, justement, quel est l'aliment le plus protéiné? Alors, tout à l'heure, il y avait déjà eu un petit quiz là-dessus, entre le steak de bœuf, le haricot vert et le pois chiche. Normalement, maintenant, vous devriez donner la bonne réponse, la bonne hiérarchie. À la fin de cette journée, je pense qu'on pourra dire qu'on a quand même un bon petit niveau en nutrition. Ah, mais c'est un peu le but de l'opération aussi, c'est En d'apprendre nutrition, quand même. après, en agroécologie. Oui, mais... bien sûr. Est-ce que d'une façon générale, vous qui êtes nutritionniste, les gens sont plutôt bien culturés quand même? Non. D'une manière générale, il y a un très très faible niveau en nutrition et c'est justement pour ça qu'on a vraiment envie, et j'ai signé le manifeste en ce sens, pour qu'il y ait vraiment cette éducation, parce qu'il y a cette partie connaissance qui permet, mais cette partie aussi connaissance du goût, du plaisir des aliments qui permet. Donc voilà, le steak notamment de bœuf, c'est 25 grammes pour 100 grammes. Les pois chiches, 20 grammes, et les haricots verts comme les tomates, on a vu tout à l'heure, c'est très peu. Donc vous voyez qu'on n'est pas des herbivores et qu'il faudra beaucoup de quantité de végétaux pour pouvoir atteindre le niveau de protéines. C'est pour ça qu'un mélange des trois est très intéressant. Nous sommes donc omnivores. Voilà, ou le mot flexitarisme, pour ceux qui l'ont entendu, qui permet de rééquilibrer un petit peu les apports protéines végétales, protéines animales. Donc qu'est-ce qui différencie les protéines animales et les protéines végétales? Donc les protéines, c'est une succession, en fait, c'est un collier avec une succession de perles qui contient une vingtaine d'acides aminés, dont certains sont essentiels, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les fabriquer. Et c'est pour ça qu'en termes de nutrition, c'est très important de varier. D'ailleurs, c'est le seul mot à retenir, il faut varier pour avoir une alimentation équilibrée. Il y a des facteurs limitants dans le céréales ou même dans les légumineuses, que ce soit en termes de qualitatif, en termes de présence, que ce soit en termes quantitatifs. Tandis que dans les protéines animales, eh bien, effectivement, on est un peu de la même catégorie et on va retrouver des protéines qui sont entières et complètes. Donc pour faire 25 grammes de protéines, vous avez vu, il en faut à peu près 75-80 par jour, eh bien, on a soit pour 25 grammes un steak, soit on va avoir un mix. Et le mix, il va être malheureusement un petit peu plus astucieux à faire et à composer. C'est pour ça qu'il faut une bonne connaissance quand on végétalise son alimentation. Il faudra du blé, par exemple, du pois chiche et des noisettes pour avoir la quantité en fait, d'acides aminés essentiels. Et vous voyez qu'en termes de calories, c'est un tout petit peu plus élevé. Et en termes de volume également. Donc il faut un bon appétit pour pouvoir passer à la végétalisation parce que ça demande un peu plus de volume. Donc l'idéal, effectivement, est de varier. Alors, un autre élément que je souligne également qui vise à promouvoir la mixité des sources de protéines végétales et animales, c'est que le fer est présent simplement dans les produits animaux, en tout cas un fer très assimilable. Et donc, il faut faire attention aux carences en fer, comme d'autres vitamines. On peut passer le slide suivant. Il y a par exemple, quelle est la vitamine qui n'est pas présente dans le monde végétal? Les végétariens le savent très bien, parce que souvent ils passent par la pharmacie pour acheter ces compléments alimentaires. Vous répondez, 10 secondes. Il y a encore des petites erreurs, mais globalement, effectivement, c'est la vitamine B12. Tout ça, c'était simplement pour vous dire qu'il faut être vigilant pour construire son alimentation, l'alimentation équilibrée, qui était la première question que je vous ai posée, parce qu'effectivement, ces vitamines sont essentielles, notamment la B12, par exemple, elle est nécessaire au fonctionnement des globules, et puis elle joue un rôle dans l'immunité. Il faut être vigilant pour avoir, effectivement, éviter les carences, donc bien associer les produits du monde animal et produits du monde végétal, adopter finalement ce qui est le plus simple quand on n'a pas de connaissances et qu'on ne veut pas vraiment creuser. Le plus simple, c'est effectivement d'avoir un régime flexitarien. Et pour terminer, donc, je vais vous donner quelques éléments sur les consommations recommandées pour pouvoir passer maintenant au menu. Il faut savoir qu'on est à peu près tous d'accord aujourd'hui, même justement, j'ai voulu donner cette citation du WWF. Combien est-ce qu'il faut manger de fois de viande par semaine ? Et après, je vous donnerai la totalité. Donc, combien de fois de viande par semaine? Alors, combien de fois par semaine? C'est pas combien de jours par semaine, parce qu'il y a 10 jours dans la semaine. Fois, voilà. Si on estime qu'il y a 14 repas principaux, mais de toute façon, je vais vous donner des chiffres qui vont vous compléter et permettre de composer une alimentation équilibrée. Oups. Que se passe-t-il? La fourchette s'affole. Ouais.
Voilà. Alors c'est un Donc, tableau on était très à peu près à complet. Le 3,5. WWF, lui, dit, si vous allez sur le site, en fait, il faut 3 jours sans viande, c'est-à-dire sans aucune source de viande. On peut le donner en positif. Moi, je préfère de cette façon-là. Donc, il y a en fait 3 sources de produits animaux, parce que quand on parle de viande, en fait, il faut savoir de quoi on parle. Donc, pour avoir une source de protéines animales, on peut avoir 3 à 4 sources. On considère que 1 à 2 fois de viande par jour, sans excéder 500 grammes par semaine, c'est pas mal. Dans viande, j'y mets porc, bœuf, mouton, voire même les abats. Ça peut être également des œufs, en n'excédant pas 6 par semaine. Ça peut être également des produits de la pêche, 2 à 3 fois, par exemple, de poisson gras par semaine. Donc là, vous avez sur les 3 premiers niveaux la façon dont vous pouvez équilibrer votre alimentation. Donc vous voyez que ça s'anticipe, ça se prépare. Et cette notion d'équilibre sur 1 semaine, voire 2 semaines, est très importante. Ce n'est pas grave du tout si on n'a pas mangé de viande une journée, si on rattrape, si on a mangé trop, puisqu'on peut lisser sur les 15 jours. Également, autre source de protéines animales, c'est les produits laitiers, le lait, le yaourt, fromage, très important. Donc on n'est pas forcé d'être carnivore et de manger de la viande pour avoir une source de protéines animales, et on peut effectivement mixer. Et donc moi je rajoute, pour avoir effectivement une alimentation flexitarienne bien équilibrée, ces fameux 5 fruits et légumes. Je pense que là tout le monde l'a bien intégré. En quantité importante, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas 2 petites carottes dans l'assiette, c'est la moitié d'une assiette qui doit être composée de fruits ou de légumes, des féculents à tous les repas, et puis je rajoute cette histoire de légumineuses dont vous avez, je pense, plus connaissance depuis aujourd'hui. Et ces légumineuses, plus on réduit les protéines animales, plus on doit augmenter cette source de légumineuses. Que vous avez vu, c'était elle qui apportait le plus de protéines. Et on doit de cette façon-là varier. Légumineuses, je ne sais pas si aujourd'hui vous avez une notion, c'est quand même assez varié. Moi, on m'a donné un petit livret en arrivant, je le trouve très très bien, avec le petit slogan « 2 fois par semaine ». 2 fois par semaine, c'est des haricots rouges, c'est des haricots blancs, c'est des pois chiches. Il y a une certaine variété qui permet d'ajouter dans son menu et avoir de cette façon-là un équilibre en protéines. Pour donner un dernier chiffre, 50% animal, 50% végétal, c'est pas mal. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Nathalie Hutter-Lardot. Merci 1000 fois de ces explications, finalement relativement pleines de bon sens. Quand on dit 1 fois sur 2, mélanger le mixte, et on a compris qu'avec tout ça, on arrive à avoir une alimentation équilibrée. Alors à propos, et vous nous avez parlé du steak animal, on va parler du steak végétal maintenant avec Guillaume Dubois. Mais avant, je voudrais vous poser une question à vous. Avez-vous déjà mangé un steak de protéines végétales ? Vous dites oui ou non. Allez, vous avez 10 secondes. La sentence va tomber. « 66% des gens disent oui. C'est un bon début. » Alors, il y a donc 33%, presque 34%, qui disent non. Donc, alors, question pour vous tous, qu'est-ce qui freine les consommateurs à acheter des steaks végétaux? Là, c'est du ranking, c'est-à-dire que vous déplacez, c'est pas bon, c'est trop cher, je suis pas végé, j'ai pas l'habitude, ça se prend l'habitude, ce n'est pas de la viande, ouais, et c'est ultra transformé. Mettez tout ça dans l'ordre. D'après vous, qu'est-ce qui freine les consommateurs à acheter des steaks végétaux? Allez, 3 secondes. C'est pas bon. Ah, c'est ultra transformé. C'est pas de la viande, c'est trop cher, j'ai pas l'habitude et je suis pas végé. Guillaume Dubois, apivore. Vous, le steak végétal, c'est votre sujet. Non pas par opposition ferme et définitive contre le steak carné, mais simplement pour un équilibre, comme ça vient d'être dit. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette réponse ?
Je suis entièrement d'accord avec la réponse. En fait, c'est exactement pour ça qu'on a lancé l'entreprise. Ouais. Nous, on s'est lancé il y a 3-4 ans, enfin il y a 4 ans maintenant. Et la raison pour laquelle on s'est lancé, c'est parce qu'on était convaincus qu'il faut que les Français, enfin qu'on mange tous un peu plus de végétal, Ouais. qu'il y a des excès de viande et qu'il faut manger un peu plus de végétal pour la planète, pour la santé, pour le bien-être animal, pour toutes ces raisons-là. La raison pour laquelle on a lancé l'entreprise, c'est parce que notre constat, c'est que c'est pas bon. Et on a mangé plein de trucs pas bons. Et notre constat justement en France, c'est qu'on est quand même un pays pour qui la nourriture c'est très important. On a des traditions culinaires. Et par contre, les produits végétariens, on trouvait qu'étaient en grande distribution dans les restaurants, n'étaient pas très bons. Et on pensait, et on pense, que c'est un des freins à la consommation. Et la base en agroalimentaire, c'est pour qu'on se mette à en manger, il faut que ce soit bon. Et bien sûr, il faut que ce soit équilibré, il faut que ce soit ci, que ce soit, mais il faut que ce soit bon. Et c'est vraiment la base de la base. Et voilà, quand on s'est lancé il y a 4 ans, on a goûté vraiment tout ce qui existait, en France et aussi à l'international. Et une anecdote, et après je reviendrai un peu plus sur ce qu'on fait, mais juste une anecdote parce que je trouve que c'est représentatif du sondage. Il y a 3 ans, on avait rencontré Éric Bouchenoir. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. C'est l'ancien bras droit de Joël Robuchon, c'est le chef exécutif des restaurants Robuchon, qui a l'atelier Robuchon et puis le Dassai Joël Robuchon. Et on s'était dit, et il est connu c'est un gros viandard. Il est connu pour adorer la viande. Et dans ses restaurants, il y a aucun menu sans viande. Tous les plats à l'atelier Robuchon, tous les plats en fait avaient de la viande. Et on était allé le voir. Pour dire, on vous propose de goûter ce steak végétal, des aiguillettes végétales, qu'est-ce que vous en pensez? Et il ne voulait pas nous rencontrer. Il voulait pas nous rencontrer. Il disait, Blocage. Pardon? Blocage. Il disait, pour dire ces mots, à l'époque, il disait c'est de la merde. C'est de la merde. On avait déjà goûté avec Monsieur Robuchon il y a 4-5 ans aux États-Unis. Ça ne nous plaît pas, c'est pas bon, c'est pas ce qu'il faut faire, tout ça. Très fermé. Et on a fini par le rencontrer. Et quand on l'a rencontré au Dassai, justement, Joël Robuchon, en cuisine, il avait mis sur le comptoir un sac à dos avec écrit Meat Lover sur le sac à dos, juste pour nous mettre un peu dans l'ambiance. Et il a goûté les produits. Et en fait, il a beaucoup aimé les aiguillettes végétales à l'époque. Il y a des produits qu'il n'avait pas aimés à l'époque, c'était il y a 3 ans. Et il y a un produit, les aiguillettes, qu'il avait adoré. Et il nous disait, ça m'emmerde vraiment de le dire, mais je trouve ça bon. Et donc ce produit, il l'avait beaucoup aimé. Et au final, il a fini par le mettre dans son restaurant. Ah oui. Et pour nous, c'était une super belle histoire parce qu'il était très fermé au début. Et comme beaucoup de chefs et comme beaucoup de gens, en fait, comme beaucoup de consommateurs, honnêtement, et même moi dans ma famille, il y a des gens qui. Mon grand-père était éleveur, donc il y a plein de gens qui sont fermés en fait au début. Et c'est pour ça que pour nous, ce qui est important, c'est de goûter. C'est de se faire un avis. Il faut goûter. Si on trouve ça pas bon, libre à chacun de penser ce qu'il en veut. Et je conseille pas à quelqu'un qui a trouvé ça pas bon de continuer. Alors aujourd'hui, vous travaillez comment pour que ce soit bon? Alors, du coup, on travaille avec beaucoup de chefs. On travaille avec beaucoup de chefs justement pour réussir à trouver qu'est-ce qu'on aime bien en fait dans la viande et qu'est-ce qu'on aime bien. Donc la texture est très importante. Et donc on a développé de la technologie donc brevetée. Qui est dans notre usine là, qui est en train d'arriver à Chevilly. Et du coup, on travaille sur la texture avec notamment beaucoup de protéines de pois, parce que c'est une légumineuse. Donc il y a plein de bienfaits des légumineuses, on en a un peu parlé. On a beaucoup de pois en fait en France. Et donc c'est une légumineuse à laquelle on croit beaucoup, la protéine de pois. Ça nous permet de faire des textures en fait très intéressantes. Et pour que ce soit bon, en fait, il faut une mâche en fait particulière. C'est une des critiques classiques sur les produits végétariens, c'est qu'il n'y a pas de texture en fait. Après, on travaille beaucoup sur l'aromatique. Donc, on travaille avec des nez ou avec des chefs. Et en fait, quand vous mangez n'importe quel produit, c'est un peu comme le vin. En fait, vous avez une note d'attaque au début qui arrive, après une note qui domine, une note qui rémane. Vous avez l'odeur aussi de la cuisson, tout ça. Et on travaille en fait sur tout ce profil aromatique pour venir essayer de reproduire la sensation qu'on a en mangeant de la viande. Et c'est pas tant en fait pour répliquer exactement un steak haché, c'est plutôt pour répliquer les usages, pour qu'en fait toutes les recettes auxquelles on est habitué, qu'on a mangé dans notre enfance, que toutes ces recettes-là, on puisse continuer de les faire, mais avec de la viande, avec du végétal. Ouais, lapsus.
C'est un beau lapsus. Ouais. Et donc de pouvoir répliquer en fait les recettes qu'on aimait bien en fait avec de la viande, mais avec du végétal. Et donc c'est pour ça qu'on travaille avec beaucoup de chefs, qu'on est dans beaucoup de restaurants. À Orléans justement, on est dans quelques restaurants. On est à Pokawa là, qui est dans le centre par exemple. On est sinon par exemple aussi en grande distribution. Ouais. Et donc c'est un grand travail en fait avec toutes les personnes agro, mais aussi industrielles après, parce qu'on a besoin de pouvoir produire des grandes quantités. Et ce qui fait en fait la qualité des produits, c'est beaucoup la production en elle-même du produit. C'est ça qui fait la texture du produit. Donc finalement, vous passez un temps fou en laboratoire, j'imagine, en recherche et développement, là pour le coup. En fait, c'est un mélange entre les deux mondes. En fait, on amène des chefs dans les laboratoires, et donc on a un mélange en fait d'ingénieurs agro, donc qui ont fait des études agro et qui comprennent bien en fait comment on crée une texture, comment on crée une aromatique, et avec des chefs qui eux en fait savent bien qu'est-ce qui va être important, la petite touche en fait. Et typiquement, on a une merguez végétale, et la merguez végétale par exemple, mais ce qui fait le goût d'une merguez en fait, c'est quand même beaucoup le piment de Cayenne. Si vous mangez du piment de Cayenne, vous êtes tout de suite dans l'univers merguez. Vous nous trompez un peu là quand même, hein, sur le goût. On essaye de rester dans l'usage, Ouais. dans le même usage, et du coup effectivement on cherche à tromper. C'est pas pernicieux parce qu'on explique très bien tous les ingrédients qu'on met dans les produits. Même sur nos packs, je sais pas pour ceux qui ont déjà vu ce qu'on fait, sur nos packs on met les ingrédients en fait des produits. Et ce qui met dans l'univers viande, c'est l'aromatique. Donc typiquement des levures, des végétaux fermentés, et les épices qui permettent de se mettre dans un univers carné. Merci pour ces précisions. Vous allez sur Apivore et vous trouverez tout ce que vient de nous raconter Guillaume Dubois. Bravo. Merci pour ce que vous faites. Andreas Redel. Et pardon, juste en 10 secondes, parce qu'on a une dégustation en fait dans le forum. Donc bien. justement, tous ceux qui ont répondu c'est pas bon ou qui ont répondu, allez goûter et puis faites-vous un avis. Vous n'aurez plus aucune excuse, ou alors vous direz j'aime pas, mais en toute connaissance de cause. Merci beaucoup, merci d'être ici. Andreas Redel, Tereos. Une question BY d'abord, tiens. J'avoue que moi, j'ai testé ça. En un mot, le seitan, ça évoque quoi pour vous? Allez, une petite minute pour répondre. Alors là, je vois les gens qui se retournent à droite, à gauche. C'est quoi? Tu connais? T'as déjà vu? T'as entendu? Il y a des dubitatifs. Répondez. Ça vous amuse, ça. Je vois la mine réjouie de notre chargé de développement GP & Co. Allez, encore quelques secondes. Peut-être pas du tout alimentaire comme affaire. Rien. Au moins, vous avez... Au moins, c'est la franchise. Voilà. Bravo. Alors dedans, c'est amusant parce que y a le point d'interrogation à base de blé, je ne sais pas. Aucune idée originale. Protéines végétales, bon d'accord. JSP cigarette, tiens, c'est pourquoi. Ouais. Tofu de blé, etc. Bon, alors, Andreas Redel, la protéine de blé. Alors, peut-être un mot, justement, sur cette réponse. Qu'est-ce que ça vous évoque à vous? Je ne suis pas surpris qu'il ne s'est pas connu, le seitan. Pourtant, tout le monde connaît le blé. Donc, ce qu'on vient de voir, donc en France, on est un très, très grand producteur de blé. Et le seitan, c'est rien d'autre que la protéine de blé qu'on peut laver, qu'on peut extraire du blé. Et c'est un procédé très ancestral qui a été développé par les, soi-disant, je ne sais pas, les moines bouddhistes pour avoir justement une alimentation végétale. C'est le petit frère du tofu. Le tofu, c'est le fromage de soja, le précipité de protéines de soja.
Le seitan, c'est l'extrait protéique du blé. Donc, c'est quelque chose de très facile à faire puisque avec le blé, on peut faire une pâte. La pâte, tout le monde sait la faire. Et maintenant, je dis, faites une fois une pâte à la maison. Prenez cette pâte et mettez-la sous un petit filet d'eau, sous le robinet. Et donc, vous allez voir, il y a le lait d'amidon qui va s'en aller. Et vous allez voir cette pâte qui va se réduire comme peau de chagrin un peu. Mais vous allez rester avec une petite masse viscoélastique qui est la protéine du blé et qui est aussi appelée seitan. Et donc, dans des restaurants asiatiques, souvent, donc, puisque ça vient de là, vous pouvez trouver le seitan comme substitut à la viande pour l'alimentation végétale. Après, je ne vous invite pas forcément à le goûter parce que c'est un peu bizarre comme texture, comme goût. Donc ça nous invite vraiment à le goûter quand même. Pour les curieux, je pense qu'on va quand même le goûter. Ouais. Mais donc tout ça pour dire que c'est facile à faire et ça existe depuis très très longtemps. Donc la culture de blé, elle est là depuis longtemps. Et le blé, on peut extraire la protéine de blé de façon très facile. Et ça, c'est le point de départ du produit qu'on a développé au sein d'Eterios pour avoir une alimentation équilibrée et facile. Et pourquoi est-ce que justement le seitan, on ne le connaît pas? On ne l'a jamais véritablement exploité. On le connaît sous un autre nom ou pas du tout? Non, pas du tout. C'est tous les végétariens et tous les véganes, ils connaissent le seitan parce que c'est le produit de base, comme le tofu, qui permet d'avoir un apport très riche en protéines. Mais de par sa texture un peu bizarre, et ça ne s'est pas jamais popularisé. Alors pourquoi est-ce que vous, chez Tereos, vous avez décidé de le développer justement? Simplement parce que le blé pousse à foison chez nous en France? Oui, parce que Tereos, donc nous, on fait ce procédé de produire du seitan à grande échelle. Donc on est un très grand producteur de protéines de blé. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que les protéines de blé, c'est une excellente qualité nutritive. Il y a certaines choses qui lui manquent, mais quand même, c'est produit à grande échelle en France. Nous, on l'extrait à grande échelle. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on doit faire pour le rendre plus apte à une consommation à grande échelle et donc pour améliorer sa texture et pour améliorer ses qualités nutritionnelles. Et c'est pour ça qu'on a créé donc ce produit Epi&Co qu'on commercialise maintenant sous la marque de Ensemble, qui est un mélange de protéines de blé justement avec les légumineuses, les pois chiches notamment, et aussi un peu avec des oléagineux. Donc tout à fait le slide que vous avez fait avant, c'est-à-dire idéalement on devrait manger des protéines de blé, du blé, des légumineuses et des noisettes. Nous, ce qu'on a fait, on a fait le blé sans l'amidon pour ne pas devoir manger trop, avec les légumineuses et pour certaines variétés aussi des oléagineux dedans pour avoir quelque chose qui est très bon en texture, très bon en goût et très bon en nutrition. Donc, et pardonnez-moi, ça se présente sous quelle forme? Ça se présente sous de formes de morceaux divers et variés pour inciter les cuisiniers à pouvoir le cuisiner facilement. Donc nous, ce qu'on voulait, ce n'est pas opposer le végétal avec l'animal. On ne veut pas que ça soit en opposition. On ne voulait pas forcément que ça soit en comparaison. J'ai dit toujours, on mange du poisson, on mange du bœuf. Jamais quelqu'un va comparer le poisson avec le bœuf. Alors que quand on fait un bon morceau avec une bonne texture du végétal, on dit toujours « Ah, mais ça n'a pas le goût du bœuf ». Oui, c'est vrai, l'œuf n'a pas le goût du bœuf non plus. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Et donc, on voulait le faire quand même sous des morceaux qui sont faciles à cuisiner. Donc là, c'est là qu'on se rapproche à la viande, au poisson ou aux produits qu'on a l'habitude de cuisiner. C'est-à-dire c'est des morceaux sous différentes formes et différentes couleurs, pour que le cuisinier ne doit pas réapprendre à cuisiner son menu. Donc, on est surtout présent dans les cuisines collectives,
dans les cuisines collectives, les cuisiniers ils ont leur fiche recette. Et donc maintenant, avec la loi Egalim, on leur propose aussi de faire des plats végétariens dans la semaine. Avec notre produit, ils peuvent garder leur fiche recette et leur habitude culinaire, mais ça devient végétal. Donc c'est ça l'avantage. Guillaume Dubois, le seitan, ça peut entrer dans la composition de ce que vous proposez? Nous, sur certains, il y a un produit sur lequel on utilise de la protéine de blé, effectivement. Ouais. Oui, nous, en fait, on travaille avec toutes les légumineuses ou les céréales. On essaye de faire des combinaisons céréales-légumineuses parce que justement, ils ont des profils d'acides aminés assez complémentaires. Oui, protéine de blé, oui, complètement. Ouais. Alors, on va arriver maintenant à un produit végétal qu'on n'attend pas tellement en France, à vrai dire, puisque nous sommes, vous le savez, le pays du fromage. Et donc, on va parler du fromage végétal. Avec vous, Jérôme Madoc. Et oui, ça surprend, hein. Et j'ai une première question. Alors, on va vous poser la question. Question BY. Le fromage a-t-il sa place dans nos assiettes? Et le public répond. Vous avez 10 secondes. N'a pas sa place car le fromage, c'est immuable dans la tradition française. N'a pas sa place car il n'est pas possible que ce soit aussi bon qu'un vrai fromage. Ça, c'est pour les dubitatifs. Pourrait être une alternative intéressante, pourquoi pas. Et puis, à terme, deviendra la norme dans les rayons de fromage. Je vois Jérôme qui s'inquiète. Que vont-ils répondre? Ah, le français est assez radical, quoique. Ça pourrait être une alternative, ça arrive en tête, intéressante. Alors, sur certains types de fromages ingrédients, et là on parle de fromage râpé, de mozza ou d'autres... voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire, Jérôme Madoc, Savencia? Alors, merci de vous être prêté au jeu. Je trouve que c'est assez révélateur finalement de ce que nous voyons au niveau des consommateurs. C'est-à-dire que vous avez toute une frange de la population qui est plutôt réfractaire, qui se dit finalement on a lâché sur les pâtes, on a lâché sur les burgers, on a lâché sur les pizzas, on a lâché, mais sur le fromage on ne lâchera pas. Ok, donc ça, première catégorie. Et donc, vous voyez bien qu'on est dans le paradoxe en fait français, c'est-à-dire qu'on est hyper attaché à la tradition, on a plein de souvenirs d'enfance incroyables de ce que pouvaient faire nos parents, nos grands-parents, mais quelque part, on est aussi très à l'aise avec la cuisine internationale. Pourquoi? Parce qu'on rentre par le plaisir. En fait, la cuisine, c'est super important pour nous, mais la notion patrimoniale de l'alimentaire, elle est un peu plus forte sur certaines catégories. Et oui, on sent bien que sur le fromage, ce sera un peu une des dernières. Donc nous, chez Savencia, on connaît bien le fromage. On est un des premiers fabricants français. On est même présent à travers le monde. Et on s'est lancé avec une approche un peu particulière en 1956 avec le Caprice des Dieux. Alors, il faut imaginer l'après-guerre. Tous les fromages se ressemblent. C'est rond, c'est un peu sec, c'est dans des boîtes rouges. Et notre fondateur, Jean-Noël Bongrain, a l'idée de faire quelque chose d'ovale, très crémeux, et de le mettre dans un pack bleu ciel. Absolument original, et c'est un vrai pari. Et donc ce pas de côté, le groupe va continuer à le faire et va évoluer avec toujours cette clé d'entrée du plaisir et de la tradition. Et au fur et à mesure des années, on y a ajouté, comme tous les artisans, tous les producteurs, la notion de responsabilité. Là où on est allé peut-être un peu plus loin que d'autres il y a quelques années maintenant, c'est qu'on a créé Positive Food, qui est un mouvement un peu particulier et presque contre-intuitif quand on est dans l'industrie. En plus, l'industrie n'a pas une super bonne image en France, malheureusement. Toujours ce côté du profit, de vendre plus. Bien, nous, on a fait en fait une démarche qui était presque contraire. C'est dire que les gens adorent le fromage. La consommation du fromage en France, elle ne cesse de progresser. Elle a passé toutes les crises. Mais c'était de notre responsabilité de dire aux consommateurs quelle était la bonne quantité à consommer. Je crois qu'aujourd'hui, c'est révélateur, hein. Certains connaissent beaucoup de choses sur la nutrition, d'autres pas du tout. Et donc, nous, on a indiqué sur 100% de nos emballages quelle était la bonne quantité à consommer. Et ce n'est pas la même chose quand vous consommez un Caprice des Dieux ou quand vous consommez un Saint-Moré. Il y a des quantités bien précises à respecter si vous voulez être en bonne santé. Donc ça, c'était notre première démarche pour dire... Vous consommiez un demi-Caprice des Dieux par prise, en fait, ce n'est pas bien. Il va falloir réduire. Et donc, nous, on assume de moins consommer.
Il y a une époque, on faisait des promotions aussi, le troisième gratuit par exemple. Mais sur certaines catégories de fromage, ça faisait des quantités beaucoup trop importantes dans le frigo. Ce n'était pas tout à fait responsable. Donc on a revu aussi cette façon de faire la promotion des produits. Et puis ensuite, on communique de plus en plus sur l'association fromage et légumes qui permet en fait d'avoir des associations équilibrées et donc on vient prôner une alimentation plus saine, plus durable, plus responsable. Et c'est là en fait qu'on arrive au fromage végétal parce qu'on souhaite avoir une démarche complète. On s'adresse à l'ensemble des consommateurs et oui, il y a déjà une partie des consommateurs qui souhaitent compléter, qui souhaitent varier. C'est pour ça qu'on s'est lancé dans une offre de fromage végétal. Donc, on l'a fait d'une façon un peu particulière, parce que donc là, on évoquait l'ultra-transformation, c'était le deuxième point que vous avez noté sur une des questions précédentes. Globalement, il y a une image de trop d'ingrédients et d'additifs. Nous, on a été les premiers à faire des fromages végétaux 100% naturels. Alors d'abord, ils sont très très bons. S'il n'y a pas le plaisir, vous oubliez. Vous pouvez cocher toutes les cases, faire le produit parfait, vous ne serez jamais acheté si ce n'est pas bon. On est tous alignés là-dessus. Donc, on fait un produit très bon, en tout cas nous aussi on en aura si vous souhaitez les goûter après. Le côté sain, le côté naturel, en termes de nutrition, il y a plein de fromages qui n'ont absolument pas de protéines. Nous on a réussi à monter à 5 grammes sur les fromages frais quand les fromages animaux sont à 7-8 grammes, donc on est très, très cohérent. Et donc on a quelque chose qui devient crédible et ça ne l'était que parce que c'était accessible. Moi je suis dans l'industrie depuis 17 ans, j'en suis extrêmement fier malgré l'image que parfois ça a en France, parce qu'on peut impacter quand on est dans l'industrie. Alors je serais très fier un jour de me lancer, de créer ma boîte. Je sais que ça prendra du temps, mais en étant dans l'industrie, en pouvant faire des grands projets, on peut toucher des millions de consommateurs tout de suite et les faire basculer dans une alimentation équilibrée et donc complémentaire avec le fromage végétal. Donc tout ça a été le fruit d'un travail très long. Nous aussi, on a des brevets. On a investi des années en R&D avant de sortir nos premières offres. Et on va y aller progressivement. Maintenant, la question, c'est demain, comment tout ça va évoluer. Vous allez voir qu'en France, on est très, très, très en retard par rapport aux autres pays. Lorsque vous allez faire vos courses, peu importe les magasins, même s'il y a des écarts, vous avez très peu d'offres au niveau des fromages végétaux. Sachez que dans d'autres pays, il y a une offre extrêmement diversifiée, extrêmement large. Le premier pays de loin sont les États-Unis. Mais votre prochain voyage, si vous allez en Allemagne ou en Angleterre, allez regarder le rayon fromage. C'est absolument colossal ce qui est en train de se passer. Ce sont des pays qui, depuis 5 ans ou 10 ans, ont déjà basculé dans une alimentation plus équilibrée, complémentaire. Et il y a énormément de nouveaux intervenants qui arrivent. Donc, difficile de prédire l'avenir. En tout cas, nous, on s'est engagés dans cette démarche du fromage végétal. Et on était, on va dire, des défenseurs de l'ultra-gourmandise et on est devenus maintenant des militants du bien manger. Ça vous semble raisonnable de faire ça en France? Alors, vous êtes quand même attaqué à un marché qui est très particulier, parce que vous prenez la référence de l'Angleterre, par exemple, qui est quand même le pays de la jelly et de la panse de brebis farcie, ce qui n'est pas forcément facile pour nous. Quand on nous parle de jelly, c'est moins simple. Comment est-ce que vous allez faire? Comment est-ce que vous faites d'un point de vue marketing pour faire en sorte que les Français adoptent ce qui, a priori, ne semble pas être fait pour eux? D'un point de vue affectif, j'entends. Oui, déjà peut-être un autre élément un peu contre-intuitif. Nous, on ne cherche pas du tout à séduire. On cherche à développer une offre, on cherche à convaincre et on fait de la pédagogie. Enfin, c'est par ailleurs, pour développer une offre, il faut qu'il y ait une demande devant. Il faut qu'il y ait une demande. En fait, notre point est de dire que la demande, elle est là, parce que les ventes ont été multipliées par 2 en un an sur le fromage végétal, donc c'est pas énorme. En fait, tout le monde s'est lancé en avril 2021. On a lancé le tartare végétal, qui était notre première version disponible en 100% végétal. Et comme on souhaitait aller sur différents segments fromagers, on a aussi lancé la marque Vivre Vert. Et tout le monde s'est lancé il y a à peu près 1 an et demi. Et on voit qu'il y a une demande croissante. Après, il faut que les distributeurs aussi s'engagent plus. Nous, il faut convaincre les acheteurs. Ce n'est pas toujours évident parce qu'en fait, ils ont les mêmes réflexes ou les mêmes positions que certains d'entre vous qui sont dit on va pas toucher au fromage et on ne va pas vous référencer donc, parce qu'il n'y a pas de demande. Donc, en fait, la demande, elle est là. Et donc, la responsabilité, elle n'est pas au consommateur. Là aussi, le rôle de l'industrie, merci pour votre question, ça va être une question d'offre. Parce que si on propose des produits un peu moyens à tous les niveaux, pas très sains, pas très naturels et un peu chers, qu'est-ce qu'on en attend? On n'en attend absolument rien. Donc si les producteurs, si les industriels s'engagent et font des surinvestissements sur la qualité, sur le naturel, ça va marcher. Et il faut aussi répondre aux usages. Donc, il y a un produit qu'on avait hésité à lancer, je donne juste cet exemple, c'est la raclette végétale, Vivre Vert. On a fait une collaboration intéressante avec Apivore qui a lancé des très bons produits qui marchent aussi pour la charcuterie végétale. C'est quand vous avez
des produits comme ça qui sont un peu plus chers pour le coup parce qu'on ne maîtrise pas encore tout, quand vous voyez le niveau de vente, nous c'est en train de devenir notre première référence. On avait hésité à le lancer. Donc ça, déjà, humilité, on ne sait jamais vraiment ce qui va marcher ou pas, on ne sait jamais vraiment ce que pense le conso, mais quand il y a de la qualité, quand il y a du prix, quand il y a du sain, quand il y a du naturel, les choses se feront. Après, est-ce qu'on va remplacer les AOP? Est-ce qu'on va remplacer tous les fromages traditionnels? Surtout pas. Et en plus, Savencia, on continue à être très engagé sur la partie fromage et la partie dairy, comme on dit de façon générale, qui reste le pilier de notre groupe. Merci Jérôme, en tout cas pour les efforts que vous faites pour nous permettre de varier notre alimentation. Alors j'ai une question pour le public. Puisqu'on va parler des enfants et on va parler des cantines. Pensez-vous que l'on puisse faire aimer de nouvelles protéines végétales aux enfants grâce aux cantines? Est-ce que ça vous paraît faisable ou peine perdue? Envoyez vos smileys. Florence Faugère, j'ai peur que... Ah, quoique, un petit peu de confiance. Voilà, c'est terminé. Alors on est plutôt positif, effectivement, quant à l'idée qu'à la cantine, on puisse faire aimer les nouvelles protéines végétales aux enfants. Vous, chez Elior, puisque c'est l'entreprise que vous représentez ici, comment la restauration collective peut-elle contribuer à une plus grande consommation? Est-ce que vous apportez ces produits, vous les proposez aux cuisiniers, vous les imposez? Comment fait-on? Alors avant de commencer, je voudrais déjà qu'on rappelle l'objectif de la restauration collective scolaire. Le premier objectif, il a été donné par le CNA il n'y a pas très longtemps, c'était en 2017. Cet objectif, il est de nourrir les enfants pour qu'ils puissent suivre les enseignements de l'après-midi. Quelque chose de classique en fait. Oui. Avec une nourriture sûre, saine et à leur goût. Ça fait déjà du boulot. Oui, ça fait déjà pas mal de boulot. Alors sûr, on a toutes nos règles d'hygiène, les réglementations à respecter, on est OK là-dessus. Saine, ça va être la variété. Les protéines végétales, ça peut tout à fait s'inscrire dans la variété sans supprimer totalement les produits carnés, on l'a déjà dit plein de fois aujourd'hui. Et puis à leur goût, nous chez Elior, on va s'assurer de ça par deux biais. On va avoir déjà toutes nos nouvelles recettes qui vont être testées par un panel d'enfants. On réunit une 50aine d'enfants, on leur propose nos nouvelles idées de recettes, y compris des recettes de plats complets végétariens, par exemple. Et on leur demande ce qu'ils en pensent. Et quand ils les ont validées, on les met dans nos menus. Est-ce que quand vous leur faites goûter des plats, vous leur dites ce que c'est? Parce que j'imagine que pour certains, et on le voit, hein, même pour nous adultes, vous dites à quelqu'un que c'est un steak végétal ou que c'est un fromage végétal, il y a déjà inconsciemment une prise de position. Est-ce que les enfants, eux, vous leur donnez cette possibilité? Alors, on leur donne un nom de recette. Donc, en général, oui, ils savent ce que c'est, mais pas toujours. Par exemple... un gratin campagnard à base de pommes de terre, de lentilles, de fromage. Ils ne savent pas forcément qu'il y a tout ça dans l'assiette. Après, ils l'identifient une fois qu'ils ont la recette, bien entendu. Et donc, je disais, notre premier biais, c'est les tests convives. Et puis ensuite, on va avoir un deuxième outil qu'on appelle chez nous l'Observatoire du goût, qui va être en fait le recensement de la bonne consommation des plats par les enfants. On sait s'ils les ont plutôt bien consommés, plutôt moins bien consommés, ce qui nous permet de retravailler les recettes, par exemple, quand elles sont moins bien consommées. Après, je voudrais, pour répondre à la question aussi, refaire un peu l'histoire chez nous de l'introduction des protéines végétales. On y travaille depuis 2012, donc ça fait quand même un certain moment que les clients nous ont demandé pour la première fois des plats végétariens. Et en fait, en 2012, les produits comme ceux d'Apivore ou
ou ceux de Andreas, de Tereos, pardon, étaient pas développés ou quasi pas développés. Les seuls produits de ce type, c'était des produits à base de soja qui conviennent pas du tout à l'alimentation de l'enfant. L'ANSES l'a encore rappelé il n'y a pas si longtemps. Et en fait, on a dû développer des recettes végétariennes maison, des plats végétariens maison, à base donc d'associations céréales, légumes secs, par exemple, mais d'autres associations aussi. Et il a fallu aussi former nos chefs à l'appropriation de ces recettes, parce que cuisiner ces types de produits, ces types de recettes, c'était pas du tout ancré. Quand ils ont fait l'école hôtelière, on leur a beaucoup appris à cuisiner de la viande et du poisson, et on leur a très peu appris à cuisiner le végétal. Et donc l'appropriation finalement dans l'assiette de l'enfant, ça a été aussi l'appropriation des chefs, parce que quand eux ils ont plaisir à cuisiner, eh ben, ils vont avoir l'enfant va avoir aussi plus de plaisir à manger ses plats. Voilà. Quelle est la tendance alors dans les cantines de France aujourd'hui? Est-ce que le végétal prend de plus en plus de place? Est-ce que vous arrivez justement par cet apprentissage, est-ce que vous arrivez à faire augmenter la quantité de protéines végétales dans les assiettes des enfants? Alors, je pense que tout le monde le sait, en 2018, on a eu une loi qui s'appelle la loi Egalim, on en a parlé tout à l'heure aussi, qui du coup nous demande de proposer un plat végétarien par semaine dans les repas scolaires. Et donc forcément, il y a eu à ce moment-là plus de végétalisation de l'assiette des enfants et plus de protéines végétales proposées. Végétarien, ça ne veut pas forcément que dire protéines végétales, puisque l'œuf est compris aussi. Et à ce moment-là, il a fallu, en proposant plus souvent, diversifier notre offre aussi. Donc on a recherché aussi des produits tels que ceux d'Apivore. Alors on a travaillé avec d'autres fournisseurs. Vous existiez pas encore, je crois. Alors en 2018, si, mais c'était bien avant pour nous. On a travaillé avec d'autres fournisseurs, par exemple Harry Eco, qui est aussi qui produit des steaks végétaux, pardon. Et finalement, on a vu une adhésion des enfants, puisque ça ressemblait plus à ce qu'ils avaient l'habitude de manger. Il ne faut pas se le cacher, hein, ce qu'on voit, nous, avec les tests convives, avec l'Observatoire du goût, c'est que les légumes secs, ce n'est pas quelque chose que les enfants ils apprécient, en fait. Alors pourquoi ils ne l'apprécient pas? On peut se poser la question. Je pense qu'ils ne l'apprécient pas parce qu'ils en mangent pas forcément à la maison. Je ne suis pas sûre que beaucoup de gens dans la salle savent très bien cuisiner les légumes secs. Oui, donc vous voulez dire par là que, mais vous bottez un peu en touche là, parce que vous dites que l'éducation commence d'abord à la maison, ce qui est assez logique, j'en conviens, mais les enfants mangent au moins tous les jours, une fois quasiment, à la cantine. Donc la cantine a sa part d'éducation absolument fondamentale. Oui, ça on est d'accord. On est d'accord qu'on a notre part. On a notre part, mais ce qu'on voit, nous, c'est qu'on a étendu notre offre à des substituts végétariens et à beaucoup de plats complets maison végétariens. Mais en fait, on étend nos offres et finalement, on ne voit pas qu'au niveau de nos commandes, au niveau des quantités commandées d'aliments sources de protéines végétales, on voit pas la courbe monter en fait. Ouais. Parce qu'il y a des freins. Et les freins, ils vont être aussi à la maison. On développe bien sûr des recettes végétariennes et on est là aussi pour amener de plus en plus d'offres. Et nos clients nous le demandent de plus en plus. Ils nous demandent d'ailleurs beaucoup plus d'aliments non transformés, comme peut le recommander le Conseil national de la restauration collective. Et même, ils vont jusqu'à nous demander des légumineuses sèches. Vous disiez, Elior, c'est que des cuisines centrales. Alors, ce n'est pas que des cuisines centrales, c'est aussi de la restauration sur place. Mais en cuisine centrale, par exemple, cuisiner des légumineuses sèches, ce n'est pas la chose la plus aisée qui soit. Il faut le matériel pour. Guillaume Dubois, vous vouliez rajouter un mot? Je veux que vous preniez le micro. Ce début, c'était pour la boutade, c'était pour dire que c'était parce que c'était pas les produits Apivore que ça agrandissait pas tant que ça. mais c'est plus que la légumineuse sèche, effectivement, nous on le voit en dehors de la restauration collective. La légumineuse sèche, on la voit monter moins vite. Parce que, en fait, mais nous, notre analyse, c'est parce que c'est pour des problèmes organoleptiques, c'est d'un point de vue goût. Ouais. Les adultes comme les enfants aiment un peu moins. Enfin, c'est ce qu'on voit en tout cas. Hors restauration collective. Ouais. En un mot,
Un mot, une fois encore, que pensez-vous des initiatives d'Elior pour promouvoir les protéines végétales, notamment, et j'ai découvert ce panel pour tester, pour faire en sorte que les enfants apprécient ce qu'on leur propose dans les assiettes. Vous répondez d'un mot, de 2 mots, enfin sinon de 1 mot d'ailleurs, mais vous pouvez voter plusieurs fois. Pour nous dire ce que vous pensez de ces initiatives. J'en profite pendant ce temps-là, Nathalie Hutter-Lardot, finalement, tout ce qu'on entend là, ce nouvel équilibre qu'on essaye d'établir entre le végétal, l'animal, ça va plutôt dans le bon sens. Oui, effectivement, c'est ce que j'ai dit à la conclusion de mon intervention. C'est aujourd'hui, on constate qu'il faut probablement augmenter un peu, végétaliser notre alimentation par rapport à ce qu'on fait habituellement. Évidemment, pas annuler complètement la consommation de protéines animales, je pense qu'on l'a bien compris. Et pour végétaliser, il faut aussi proposer, et je pense que là, il y a 2 axes qui ont été montrés. Soit on essaye de découvrir avec des recettes la mise en œuvre de légumineuses et de légumes, soit on fait un petit peu de MeToo de produits pour commencer à donner l'envie avec des repères. Et je pense que c'est pareil, c'est complémentaire, c'est l'un et l'autre. Et il y a certaines personnes qui ont besoin d'avoir des repères pour pouvoir passer à la végétalisation, ou d'autres, si on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, comme en Inde, ils ne sont pas passés par des steaks végétaux pour manger végétarien. Or, ils font des dalles de lentilles qui sont excellents. Donc il y a aussi, voilà, il y a la cuisine et puis l'acceptation de certaines formes qui permettra de pouvoir faire pencher un petit peu plus vers le 50-50, 50 animal, 50 végétal en termes de sources de protéines. Qui c'est à la fois bon pour la santé, parce qu'on l'a rappelé, on l'a pas dit tout le monde, c'est effectivement c'est bon pour notre santé, pour le cardiovasculaire, etc. Mais c'est aussi bon pour notre planète. Donc là, on va dire, ça s'aligne. Alors, réponse à cette question, qu'est-ce que vous pensez des initiatives d'Elior pour promouvoir les protéines végétales? Intéressant, bien, courageux, courageux. C'est bien. Il y a que les courageux qui gagnent finalement, donc c'est pas mal. C'est bien, bonne idée, aller plus loin. Et le bio, point d'interrogation. Tiens, oui, question d'ailleurs, le bio a toujours sa place? Le bio, je vois qu'il y a et le bio, point d'interrogation, il a toujours sa place? Oui, bien sûr, le bio a toujours sa place. Alors, nos plats que l'on sait faire en conventionnel, on sait aussi les faire en bio, bien entendu. Pour ça, il faut trouver les filières, mais il n'y a aucun souci, on y travaille, donc bien sûr. Très bien. Merci. Tiens, d'ailleurs, peut-être une question pour Andreas avant qu'on ferme cette table ronde. Le bio a sa place dans la production aujourd'hui de protéines végétales, plus que dans l'agriculture traditionnelle? Oui, tout à fait. Donc nous, on fait aussi toute une gamme de produits, aussi en version bio, puisque le procédé de fabrication est très très simple, plutôt associé d'ailleurs à la fabrication du pain ou à la fabrication des pâtes. Et donc on peut aussi, si les ingrédients sont bio, donc du coup, dans la loi Egalim, souvent on coche les 2 cases. On peut avoir la case bio et la case végétale qu'on coche. Et ça, c'est tout bénef. Et ça, c'est vraiment très important. Par contre, on a pour le bio, l'ingrédient principal, le blé. Il n'y a pas assez de blé bio en France encore, mais on a fait le pari que pour le bio, on importe la protéine de blé bio, puisqu'il n'y en a pas assez. Mais pour développer la filière, pour agrandir cette possibilité. Les autres ingrédients, les ingrédients mineurs ou les graines et les pois chiches, eux, ils sont toujours d'origine française et aussi en bio. Donc là, c'est un grand avantage parce que pour ces graines, on utilise directement le grain de l'agriculteur et un peu divers et variés. Et on peut aussi incorporer beaucoup de graines dedans. Un grand merci à vous 5 d'être venus sur ce plateau. Merci 1000 fois.